Bonsoir. Nous vous remercions. Alors, Pierre Cassillou et moi-même, je m'appelle Régine Péaujabé. Nous vous remercions d'être venus si nombreux. Nous remercions aussi l'Université du Temps Libre de Tarbes et son président de nous avoir invités. Nous sommes administrateurs de l'AME, Association pour la mémoire de l'émigration. Comme l'a dit, comme il a été dit pendant la présentation, nous sommes une association effectivement créée en 1999 qui a son siège à Pau et nous comptons actuellement un peu plus de 250 adhérents. L'objectif de l'association est le suivant, enfin il y en a plusieurs. D'abord, recueillir et valoriser toutes les traces de l'émigration pyrénéenne et autres aussi vers les Amériques et dans le monde en général. Nous tentons également de retrouver le parcours d'ancêtres émigrés et de renouer le lien entre les descendants d'émigrés en particulier. Nous constituons aussi une base de données. Nous avons en ce moment à peu près 100 000 enregistrements de départ, alors qui concernent surtout les Basses-Pyrénées, enfin vous l'avez compris, les Pyrénées-Atlantiques. Nous avons quelques départs depuis les Hautes-Pyrénées, les Landes également, mais c'est surtout pour notre département. Et enfin, on publie une revue, alors tantôt semestrielle, on en est au numéro 32, tantôt annuel. Nous avons également une exposition itinérante. Et enfin, nous faisons des conférences comme aujourd'hui pour faire connaître à la fois ce phénomène migratoire qui est vraiment méconnu, en tout cas dans notre département, et peut-être aussi bien dans les Hautes-Pyrénées. Et enfin, nous allons maintenant vous présenter notre conférence qui va s'inspirer du thème de ce numéro spécial que vous retrouverez là-bas. On l'a mis en vente de l'ordre de 10 €, je vous le précise. Et nous allons donc parler du voyage des immigrants et plus spécifiquement, alors excusez-moi, le temps que je prenne ça dans le bon pointeur. Voilà. Plus spécifiquement du transport des immigrants en France entre 1840 et depuis la France, entre 1840 et 1914. Alors, pour mieux appréhender notre propos, nous vous proposons 3 parties. D'abord, on va évoquer cette grande vague migratoire européenne qui est liée à la révolution des transports. Ensuite, on parlera des compagnies maritimes françaises qui vont participer à ce transport des migrants. Et enfin, nous illustrerons notre propos par des récits de traversée, Laura née en mer, et un Oloronais à bord du Léopoldina Rossa. Mon collègue va vous en parler. C'est donc un départ, une traversée, à partir de Bayonne en direction de l'Uruguay. Au cours du XIXe siècle et jusqu'au début du XXe, l'Europe connaît une vague migratoire d'une ampleur assez exceptionnelle, liée bien sûr à la révolution des transports. Il se trouve que depuis la découverte de l'Amérique, les migrations sont constantes, bien sûr, mais une véritable accélération va se produire au XIXe siècle, puisque, on va le voir avec cette carte, environ 55 millions d'Européens émigrent vers l'Amérique entre 1830 et 1930. Alors il s'agit d'estimations, bien sûr, et l'apogée de ce mouvement se situe entre 1880 et 1910-1914, avec 26 millions de... La direction dominante de ces flux migratoires, c'est l'Amérique du Nord. 43 millions d'Européens s'y installent, dont 34 millions pour les États-Unis. 2 millions en Amérique centrale, 10 millions en Amérique du Sud, dont 6 millions en Argentine. Alors, de nombreux facteurs président à ces départs, que je ne vais pas les développer tous, mais globalement, ils sont quand même, pour la plupart, dictés par des motifs économiques. L'espoir d'une vie meilleure, pourquoi pas de faire fortune, encouragé sûrement par la découverte de l'or en Californie en 1848. Mais à ces souhaits, à ces espoirs, se greffe surtout l'appel de ces pays neufs d'Amérique, que ce soit les États-Unis, les jeunes républiques d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, qui se trouvent être en très forte demande de main-d'œuvre et de main-d'œuvre européenne.
Ces flux migratoires, en tout cas pour les États-Unis, comme le montre ici ce graphique, sont alimentés d'une façon générale par deux grands courants. Premier courant, on va dire globalement entre 1840, moment où l'immigration commence à être importante, jusqu'en 1889. Ce courant, c'est un courant dit anglo-saxon qui concerne le nord-ouest de l'Europe, avec des départs des sujets britanniques, irlandais en particulier, avec la grande famine qui débute en 1845, également des Allemands et aussi des Scandinaves, des Norvégiens et des Suédois en particulier. Mais on le voit, à partir de 1880, ce courant anglo-saxon va être relayé par un courant slave et méditerranéen. C'est-à-dire, on va assister au départ de populations russes, austro-hongroises et du sud de l'Europe, en particulier beaucoup d'Italiens, puisque vous le voyez, déjà à partir de 1890, ils sont presque majoritaires, mais ils le deviennent vraiment à partir de 1909. Si vous regardez un peu l'effectif, si on peut dire, de ces flux, on se rend compte qu'au départ, donc, dans la décennie 1840-50, on a à peu près 1 400 000 départs. À l'arrivée, comme vous pouvez le constater, mais on en a pratiquement plus de 8 millions. Vous allez me dire, en France, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans cet élan, effectivement, la contribution de la France, en termes d'immigration, va être relativement modeste. D'ailleurs, au XIXe siècle, la France est plutôt une terre d'immigration. Pour autant, les Français vont quand même émigrer. On estime qu'il y a eu à peu près 1 800 000 départs, avec évidemment ceux qui partent vers les colonies françaises. 1 800 000 départs, ce qui est peu si on compare aux 11 millions d'émigrés britanniques, évidemment. Mais ce phénomène n'est pas pour autant négligeable, parce que, on va le voir, et la carte le montre, ça va impacter très fortement certains départements. Ici, vous avez une carte qui retrace le flux des émigrés entre 1882 et 1884, et on est quand même à l'apogée de l'immigration. Et on se rend compte que les départements les plus, ceux qui ont les plus foncés dans l'espèce de marron que vous voyez là, ces départements-là, ce sont ceux qui vont donner le plus, qui vont être les plus grands pourvoyeurs des migrants. On s'aperçoit que les régions, les départements périphériques de l'Hexagone, souvent des régions montagneuses et frontalières également, sont effectivement très concernés par cette immigration. La région aussi, l'Aquitaine en particulier, mais si on regarde d'un peu plus près, il y a un département qui bat tous les records, c'est le département des Basses-Pyrénées, comme on l'appelait à ce moment-là. Et en effet, si on regarde par exemple le journal officiel qui précise le nombre d'émigrants par département, le département qui détient alors le record est haut la main, ce sont le département des Basses-Pyrénées avec 1386 départs en 1884, et au deuxième rang apparaît, alors dans une moindre mesure quand même, les Hautes-Pyrénées, apparaissent les Hautes-Pyrénées avec 383 départs. Et tous les autres départements se situent en dessous de cette dernière valeur. Il est vrai que ce n'est pas un phénomène nouveau pour nos départements au XIXe siècle, puisqu'il existe dans les Pyrénées une tradition très ancienne de déplacement. Et il est vrai, et nous l'avons d'ailleurs bien développé dans notre revue Partir, beaucoup de Pyrénéens, depuis le Moyen-Âge, immigrent vers l'Espagne, soit de manière saisonnière, soit de manière définitive. Et puis petit à petit, au XVIIe, XVIIIe siècle, ils sautent l'Atlantique. Ils sautent l'Atlantique pour aller vers les plantations, par exemple, à Cuba, à Saint-Domingue ou encore en Louisiane. Et au XIXe siècle, avec la révolution des transports, effectivement, ils vont partir de manière beaucoup plus massive.
Entre 1820 et 1930, alors il s'agit bien sûr d'estimation, on pense qu'il y a pu avoir entre 120 à 150 000 départs dans les Basses-Pyrénées, 25 à 30 000 départs vers des Hautes-Pyrénées, et peut-être ce chiffre est-il plus précis, enfin peut-être que là-bas, votre association a peut-être des chiffres beaucoup plus précis que ceux que l'on a, en tout cas concernant les Hautes-Pyrénées. Ces départs massifs ont pu avoir lieu effectivement grâce à ce qu'on appelle le triomphe de la navigation à vapeur, grâce à ces navires à vapeur, puisque les progrès techniques vont permettre à la fois d'accroître la vitesse, d'accroître le volume de passagers, d'assurer beaucoup plus de confort et de sécurité et de régularité aussi dans les traversées. L'espace-temps va être bouleversé, puisque vous le voyez, vers 1830, sur un voilier, il fallait à peu près 35 jours, à condition qu'il y ait du vent, pour effectuer la traversée entre Le Havre et New York. Cette durée va progressivement se réduire en 1901, en tout cas au début du XXe, à 6-7 jours sur un vapeur, qui de surcroît va pouvoir transporter jusqu'à 1400 passagers. Et on va voir, certains peuvent en transporter beaucoup plus, alors qu'en 3 mâts, un voilier pouvait tout au plus en transporter 300. Ces navires à vapeur, on va les appeler des vapeurs, tout simplement, des steamers, leur traduction en anglais. On parle aussi de paquebot. Paquebot, c'est un mot intéressant parce que, en fait, ça signifie packet boat, le bateau qui transporte des paquets. Le paquet, c'est le courrier, le service postal, tout simplement. Et il existait des paquebots au XVIIIe siècle, ces voiliers très rapides qui, par exemple, reliaient Douvres à Calais et assuraient donc ce service postal. Donc le paquebot moderne va naître avec la vapeur et va assurer ce service postal, puisque c'est subventionné par les États. Et puis petit à petit, ce terme ne va plus désigner que le transport de passagers. Mais dans les lettres des émigrés, on trouve souvent le terme courrier pour désigner le transatlantique, ou encore le terme paquet également. Donc c'est bien lié à ce service postal. Ces paquebots vont devenir de plus en plus grands, de plus en plus vastes, de plus en plus luxueux. Une distinction, le ruban bleu, va récompenser le navire qui détient le record de vitesse de la traversée de l'Atlantique Nord. Et en 1935, il est remporté par le Normandie, donc un navire français, de la Compagnie Générale Transatlantique. Mais en attendant, ces compagnies maritimes, et vous pouvez imaginer qu'il faut quand même mobiliser beaucoup de capitaux pour construire de tels navires, et bien en attendant, ces compagnies vont s'intéresser de très près à cette émigration tout court, qui donc à tous ces émigrés qui souhaitent traverser l'Atlantique pour aller en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud. Et donc ils vont essayer de répondre à cette double exigence, c'est-à-dire charger sur leur bateau une clientèle nantie qui va occuper, on va voir, des espaces dits de première classe, voire de seconde, et puis satisfaire les besoins aussi de ces émigrés beaucoup plus désargentés, vous vous en doutez. Ainsi, les compagnies vont rentabiliser ce qu'on appelle l'entrepont. Donc, au luxe, vous avez ici une cabine particulière, au luxe et au volume démesuré occupé par cette population de première classe qui occupe donc les ponts supérieurs du bateau, eh bien répondent des dortoirs, alors plutôt exigus, des installations sommaires, vous le voyez, qui se situent dans les ponts inférieurs, c'est-à-dire ici, vous voyez, et qui correspondent donc à ce qu'on appelle les troisièmes classes ou l'entrepont.
ça va être une véritable manne financière pour ces compagnies maritimes, parce que vous l'avez bien compris, peu d'investissement, hein, c'est des structures métalliques démontables. Au retour, s'il n'y a pas d'émigrés, eh bien on va y mettre des marchandises, bien sûr. Donc pas d'investissement et pas de manutention pour le coup. Pourquoi? Parce que l'émigré, il s'embarque de lui-même, il débarque de lui-même et il paye relativement cher. Si on regarde un petit peu le prix d'un billet de traversée Bordeaux-Buenos Aires, c'est en 1888, première classe 1000 francs, deuxième classe 750 francs, mais la troisième classe coûte quand même 250 francs pour voyager dans des conditions difficiles. Ils sont entassés dans ces dortoirs. Le mal de mer, je n'en parle même pas parce que c'est finalement assez banal, mais il se trouve qu'il y a des maladies contagieuses qui peuvent se déclarer dans le bateau. Enfin, les conditions sont très très éprouvantes pour tous ces émigrés. En Europe, les grandes compagnies, à partir de 1830, vont commencer un petit peu les compagnies vont commencer à s'organiser pour assurer le transport de ces émigrants. D'abord, on va avoir tout simplement des compagnies anglaises qui se créent parce que Liverpool est le principal port d'émigration au début du 19e siècle. La Cunard Line, le Royal Mail ou encore la White Star Line, propriétaire du Titanic au passage. Et ces compagnies vont progressivement être quand même concurrencées à la fin du siècle par les armements allemands, c'est-à-dire les compagnies de transport comme la Hamburg America, basée à Hambourg ici, ou encore la compagnie Lloyd qui est basée à Brême. En 1899, la Lloyd transporte 95 000 passagers contre 29 000 pour la Transat. La Transat, c'est une compagnie française. Et justement, je vais donc vous en parler maintenant de ces compagnies maritimes françaises qui vont assurer donc le transport des migrants et des ports d'embarquement également de l'Atlantique. Toujours, on se situe sur la côte française. Les deux principales compagnies françaises qui vont voir le jour à partir de 1850, c'est d'abord les messageries maritimes créées en 1851. Elles sont basées à Marseille et elles assurent tout le service postal de Méditerranée. Elles vont ensuite ouvrir une antenne à Bordeaux. L'autre compagnie, elle est très intéressante, Compagnie Générale Transatlantique, alors qu'on appelle Transat, ou encore French Line pour la clientèle anglophone. Elle est créée en 1855, elle est basée au Havre et à Saint-Nazaire, et elle est créée par deux frères que vous connaissez sans doute, de Bordelais, les frères Pereire, qui ont déjà créé en 1852 la Compagnie du Midi, qui assure le réseau ferroviaire, qui développe à partir de 1852 le réseau ferroviaire du Sud-Ouest. Et pour eux, le transport maritime n'est que le prolongement naturel du rail. Les messageries maritimes vont ouvrir donc une antenne à Bordeaux et assurer le service postal de la ligne de l'Atlantique Sud par une traversée donc, qui dure à peu près 21 jours, donc avec une escale ici à Lisbonne. À partir de 1866, une escale à Dakar, puisque on se ravitaille, Dakar, colonie française, et puis on se ravitaille surtout en charbon. Ensuite, elle dessert les ports brésiliens, et enfin Montevideo en Uruguay, Buenos Aires et La Plata en Argentine. Les messageries maritimes, à partir de... Une enquête révèle en tout cas qu'à partir de 1890, transportent jusqu'à 53% parmi leur effectif de passagers des migrants, mais ils ne sont pas les plus concernés peut-être par ce transport, puisque si on compare avec les Chargeurs Réunis, c'est une compagnie française qui est basée au Havre, les Chargeurs Réunis transportent jusqu'à 75% des migrants, pendant que les compagnies étrangères comme la Royal Mail, mais aussi les compagnies allemandes et italiennes, elles sont nombreuses, transportent
plus de 80% d'émigrés sur leur bateau. D'ailleurs, les messageries maritimes en 1912 vont abandonner cette ligne et ça sera la compagnie Sud-Atlantique qui prendra le relais. En revanche, la Transat va se montrer beaucoup plus offensive par rapport au transport de ces immigrants. D'abord, elle va donc obtenir la desserte postale de Saint-Nazaire jusqu'à Veracruz. Donc on est là, voilà, à peu près 21 jours de traversée. Saint-Nazaire-Colomb, on va jusqu'au Panama, avec une escale en Martinique pour se ravitailler en charbon. Et surtout la plus prisée, bien sûr, parce que vous l'avez compris, c'est celle qui est la plus fréquentée, la ligne Le Havre-New York, qui ouvre en 1864. Donc vous voyez, en 1866, 3 lignes sont ouvertes, mais la Transat va effectivement passer à l'offensive dans le sens où elle va affréter beaucoup plus de bateaux que ces lignes, si vous voulez, postales. Alors des bateaux, des traversées, on va dire, à vitesse un peu plus réduite, moins consommatrices aussi en charbon. Et surtout, elle va faire en sorte de multiplier les escales pour transporter un maximum de migrants. Regardez un petit peu le faisceau de lignes ici, qui montre que depuis Le Havre, souvent on fait escale à Bordeaux pour aller directement à New York. Mais depuis Saint-Nazaire aussi, on fait escale à Bordeaux, mais surtout sur les côtes espagnoles, c'est-à-dire Santander, la Corogne, pour transporter des migrants espagnols intéressés pour aller à Cuba ou encore au Panama, puisque les travaux du canal reprennent avec les Américains au début du XXe siècle. La Transat va également construire des navires spéciaux migrants entre 1905 et 1908. Et puis surtout, elle va aussi charger des cargos. On va avoir des cargos mixtes qui transporteront à la fois des marchandises et également des émigrés. Au moment, si vous voulez, où quasiment 1 million d'émigrés se déversent dans le port, notamment de New York. Tant et si bien qu'en 1910, la Transat occupe le 5e rang des compagnies maritimes internationales, avec une flotte de 84 navires. Alors pour cela, pour accueillir tous ces navires, il faut bien sûr aménager les ports. Et les ports français vont faire l'objet d'aménagements. Ils sont assez nombreux, alors je ne traite là que des ports français de l'Atlantique. On a Boulogne, on a Le Havre, Cherbourg, Brest, Saint-Nazaire, La Rochelle, Bordeaux et Bayonne. Beaucoup de ces ports vont servir surtout d'escale, en particulier aux compagnies étrangères. Ici, La Rochelle, escale française d'une ligne anglaise, si vous avez le bateau L'Orcoma, qui assure donc la ligne Liverpool-Valparaiso au Chili. Les 2 ports français de l'Atlantique qui vont quand même tenir le premier rôle dans ce transport des migrants, c'est d'abord Le Havre. Le Havre qui est idéalement situé au débouché de la région parisienne, qui est desservi par le chemin de fer depuis la capitale à partir de 1847. Le Havre va surtout se moderniser à la fin du XIXe siècle, un petit peu tardivement, pour accueillir ces grands transatlantiques. Tant et si bien qu'au début du XXe, Le Havre a créé un avant-port de façon à pouvoir accueillir des navires qui mesurent jusqu'à 220 mètres de long. Et c'est à ce moment-là, en 1912, que sort le paquebot construit par la compagnie générale transatlantique, le paquebot France, que vous voyez ici. Alors c'est le 2e du nom. Il a existé déjà un France auparavant, mais ça n'a rien à voir avec celui dont vous avez entendu parler, avec la destinée que vous lui connaissez, qui date de 1960 environ. Le France, c'est pas le plus grand de sa génération, mais c'est le plus luxueux. D'où son surnom, le Versailles des mers. Alors, 218 mètres de long quand même. 2000 passagers à peu près. Alors je ne compte pas là l'équipage, parce qu'il y a au moins 2500 personnes à bord. Mais il est battu largement par le Britannique, qui lui, compagnie anglaise, qui mesure 268 mètres de long et qui transporte 2500 passagers.
Et le Britannique est encore battu à plate couture par l'Imperator, bateau allemand, de la compagnie Hapag, qui mesure 280 mètres de long et transporte plus de 3000 passagers. Pour autant, on va le voir, hein, le Havre va quand même, alors vous l'avez bien compris, l'émigration française est relativement modeste et réduite. Donc il va falloir aller chercher ces immigrants bien à l'étranger. Et pour cela, la Transat va organiser tout un réseau d'agents d'immigration et d'agences d'immigration et de sous-agents, de manière à aller chercher ces immigrants dans le sud-ouest ici de l'Allemagne. Hein. Alors on a une station ici à Strasbourg, une autre en Suisse ici à Bâle et une autre à Modane pour aller chercher les immigrants italiens, hein, en tout cas du nord de l'Italie. Les agents d'immigration vont vendre en fait un billet unique qui va assurer le transport en chemin de fer depuis ces trois lieux vers le Havre, vers le port du Havre, où ils pourront être hébergés une nuit ou deux, selon la date d'embarquement, bien sûr, et logés, nourris. Et ensuite, le billet va assurer également la traversée jusqu'à New York, et parfois même le billet peut comprendre le chemin de fer, c'est-à-dire la ligne, enfin, paye cette ligne de chemin de fer de New York jusqu'en Californie. Grâce à la ligne de l'émigration étrangère vers l'Amérique du Nord, puisque entre 1850 et 1870, elle va quand même aller chercher pas mal d'Allemands, hein, d'émigrés allemands, avec un pic en 1853 de 69 000 passagers, 80% d'Allemands. Puis ensuite, à partir de 1870, eh bien, elle va aller chercher cette émigration italienne, avec en 1907 un pic de 100 000 passagers, dont 50% d'Italiens. Bordeaux va également assurer ce transport des émigrants. Il se trouve que la situation géographique de Bordeaux, hein, vous avez Bordeaux ici, donc il se trouve que Bordeaux, le port de Bordeaux pâtit d'une situation en fond d'estuaire. Et les bateaux qui remontent jusqu'à Bordeaux ne peuvent le faire qu'aux heures de marée et souvent à vitesse réduite. Tant et si bien que les frères Pereire, dont je vous ai déjà parlé, envisagent, et en accord avec le port de Bordeaux, de créer un port qui va devenir un véritable lieu de départ pour les transatlantiques à Pauillac, qui est déjà un port qui existe. Mais ils vont créer de très grands appontements pour assurer ce transbordement entre les trains et les transatlantiques, puisque ce territoire est effectivement desservi par la ligne du Médoc, ligne ferroviaire, hein, vous voyez, qui passe par ici, et qui remonte jusqu'au Verdon. Donc Pauillac va devenir le véritable lieu de départ des transatlantiques entre 1896 et 1920. Ensuite, les passes de la Gironde vont être améliorées et les bateaux plus lourds pourront arriver jusqu'à Bordeaux, donc il perdra de son importance. Bordeaux devient ainsi ce qu'on appelle la porte de l'Argentine, c'est-à-dire que tous les embarqués vont se diriger à 82% vers l'Amérique du Sud. Et en Amérique du Sud, c'est surtout l'Argentine et le port de Buenos Aires qui seront vraiment privilégiés. Si on s'intéresse de plus près à l'origine de ces émigrants qui embarquent à Bordeaux, on s'aperçoit, à la différence du Havre, qu'on a quand même 40% de Français. Alors ces Français, d'où viennent-ils? Eh bien, géographiquement parlant, c'est pas très compliqué. Eh bien, cette émigration, elle est simplement alimentée par les départs massifs des Basses-Pyrénées, des Hautes-Pyrénées et globalement de l'Aquitaine. Mais Bordeaux va aller chercher également, on le voit ici, des Espagnols. Parce qu'il existe tout un réseau d'agences, là aussi, d'agents, de sous-agents en Espagne, sur la côte basque et au-delà, jusqu'en Cantabrie. Ici, vous avez l'agence Colson, qui est très présente à Bordeaux, qui a à peu près une quarantaine d'agents disséminés dans le territoire, bien sûr.
Donc ils ont des agents, et des agents espagnols souvent, sur la côte atlantique espagnole. Et là, ils détournent les émigrés espagnols qui auraient pu embarquer à Santander, à Bilbao ou à La Corogne, hein, pour les amener à Bordeaux. Alors, tout un système de réseau d'hôtels, il y a un hôtel à Hendaye, à Bordeaux, hein, pour les accueillir. Tant et si bien qu'ils arrivent, vous voyez, à capter quand même cette clientèle espagnole à hauteur de 33%. Les Italiens également, dans une moindre mesure. Tout ça pour dire que Bordeaux va avoir une activité quand même très soutenue entre 1885 et 1894, avec des pics quand même de départ de l'ordre de 28 000 en 1889. Bordeaux a un trafic quand même, en termes de transport des migrants, hein, beaucoup moins important que Le Havre, et Le Havre garde aussi, on va dire, un trafic très modeste par rapport aux autres ports européens, notamment aux ports allemands. Mais quand même, Bordeaux et Le Havre vont tirer leur épingle du jeu, parce que le marché de l'émigration, du transport des migrants, est quand même un marché tout à fait lucratif. Derrière ce commerce se cache quand même une humanité, vous vous en doutez bien, une humanité en mouvement, une humanité vraiment démunie la plupart du temps, qui déjà a parcouru, qui déjà a accompli un périple souvent pénible pour arriver jusqu'au port, pour embarquer, et qui va devoir vivre la condition, enfin pour ces émigrés, la dure condition de l'entrepont, qui peut durer quand même, une traversée qui peut durer quand même 21 jours, vous pouvez vous douter que rien n'est facile. Et pour autant, l'entrepont, on va le voir, peut être quand même le théâtre d'événements heureux. Alors, c'est l'histoire donc de Laura, qui est née en mer en 1910. Mais avant tout, c'est l'histoire de ses parents. Alors, ses parents, c'est Amélie Beigbeder Cando. C'est une jeune fille de 17 ans en 1909 qui habite à côté, un petit village à côté d'Oloron. Elle est la 8e d'une fratrie de 10 filles. Et elle va donc travailler très jeune dans une usine textile d'Oloron. Elle rencontre là-bas Marcel Claverie, il est tanneur, il a juste 2 ans de plus qu'elle, il est jeune, et il tombe amoureux. Et ce qui peut arrive, hein, c'est-à-dire qu'elle tombe enceinte. Et elle va tarder à annoncer cette nouvelle à son père, à Denis Beigbeder, qui règne en maître hein, sur ses 10 filles. Et parce que tout simplement, effectivement, hein, nous sommes en 1910, une fille qui n'est pas mariée, qui est enceinte, hein, c'est d'abord, ça jette l'opprobre sur toute la famille qui devient la risée du village. Et effectivement, quand le couple annonce cette grossesse à Denis Beigbeder, il entre dans une colère terrible et il n'a de cesse que de les expédier le plus loin possible. Il va d'abord faire en sorte qu'ils se marient civilement, mais surtout il va au Oloron trouver un agent d'immigration pour acheter 2 billets de traversée. Et c'est ainsi qu'ils vont partir le 11 février 1910 vers Buenos Aires sur le bateau Le Corbière. Le Corbière avec quand même 2 billets d'entrepont qui coûtent à ce moment-là 200 francs chacun. Et il verse également à sa fille 200 francs pour l'installation à Buenos Aires, le tout à valoir sur la succession, en sachant que son mari, Marcel Claverie, va bien signer un papier comme quoi les 600 francs ont été versés. Il s'embarque donc le 11 février 1910 à Bordeaux. La grossesse est peut-être déjà bien avancée. Les remous dans l'entrepont peut-être vont faire le reste. En tout cas, le bébé s'annonce 20 jours après, alors on est déjà en vue hein, de Montevideo, le 3 mars 1910, Amélie va accoucher dans l'entrepont hein, d'une petite fille, Laura, et c'est donc le capitaine hein, du vapeur qui va faire office d'officier d'état civil, tout simplement, il le fait également s'il y a des décès, qui va rédiger ce document. Voilà, acte de naissance, donc le 3 mars 1910 à 9h du soir, alors dans la position du bateau. Donc Marcel Claverie, tanneur âgé de 21 ans,
un bébé donc de sexe féminin né à bord d'Amélie Claverie Bedé, 18 ans, sans profession, qui reçoit le prénom de Laure, qui deviendra ensuite Laura. Ce document est ensuite remis à la première escale, à Montevideo, mais le couple poursuit, puisqu'ils ont prévu d'arriver évidemment jusqu'à Buenos Aires. Et là, ils vont rester quelques jours à l'hôtel des immigrants, alors qui est une très très grosse structure qui est en capacité d'accueillir tous ces colons qui débarquent. Alors ils sont nourris, logés, le temps de leur trouver souvent un emploi. Mais en réalité, le couple et le bébé ne vont y rester que quelques jours, puisque 3 cousins germains d'Amélie ont déjà émigré à Buenos Aires. Le couple va rester dans la capitale argentine. Alors le voici, donc on a ici Marcel Claverie, on a Amélie et sa sœur Laurence, qui va les rejoindre très vite. La guerre de 14 éclate. Il va être évidemment appelé, mais il a des soucis de santé importants, il va être réformé, donc il ne partira pas. La famille nous a raconté qu'en 1920, le couple est revenu avec leur fille qui a déjà 10 ans à Oloron. Ils ont certainement visité leur famille au Jeune Cantor, la commune d'où est originaire Amélie, et ils se seraient mariés religieusement. Ensuite, la famille qui est restée en Béarn nous a contactés à ce moment-là d'ailleurs parce qu'elle n'avait absolument pas de nouvelles des descendants. Elle ne savait pas du tout ce qu'était devenu Laura, si elle avait eu des enfants, etc. Et grâce à l'âme, nous avons pu retrouver, et surtout son descendant qui est resté donc, à Navarrete, a pu retrouver la descendance de Laura. Laura a eu 2 enfants, qui eux-mêmes ont eu des enfants, etc. Et l'âme a pu renouer les liens, si vous voulez, entre ses descendants d'émigrés des 2 côtés de l'Atlantique. Une belle histoire. Maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue qui va, lui, vous raconter une traversée un peu plus tumultueuse. Merci Régine. Alors moi, comme c'est écrit, je vais vous parler du voyage de François Barthes, mais aussi du naufrage de Leopoldina Rossa. Mais je vais quand même axer mon intervention sur le voyage. Notre titre de la conférence est le voyage de l'émigrant. Et vous allez voir qu'à cette époque-là, à émigrer, ça prenait parfois beaucoup de temps. Alors, il faut que je prenne mon pointeur. Voilà. Oui, je ne sais pas le manipuler, ce pointeur, moi. Oui, à la limite, je préfère. Oui, remets-le-moi au début, s'il te plaît. Ouais. Donc François Barthes, c'est un Oloronais, exactement un Saint-Maritain, parce qu'il est de Sainte-Marie qui est une petite ville qui n'est pas encore jumelée avec Oloron. Nous sommes à cette époque-là en 1850, elle sera jumelée en 1858 et nous sommes en réalité à cette époque-là 20 ans plus tôt, puisque en 1838, François Barthes est employé à Sarance, en Vallée d'Aspe, au moulin à papier de Sarance, comme ouvrier papetier. On le retrouvera les 2 années suivantes, jusqu'en 1841, ouvrier papetier, toujours au moulin campagne d'Oloron. Ce moulin va fermer, et c'est sans doute ce qui va provoquer le départ de François Barthes à un âge relativement avancé pour l'époque, puisqu'il a 39 ans, et nous sommes en 1841, c'est un âge mûr. On n'a pas évoqué trop jusqu'à présent l'âge de départ, mais souvent les émigrants partaient plus jeunes. Enfin, comme vous l'avez vu pour Laura, les parents étaient partis très jeunes. Il va partir, donc, il va franchir le pas, et pour aller outre-Atlantique, il va choisir l'Uruguay. Mais le premier voyage qu'il va effectuer, c'est de se rendre à La Seube. La Seube, vous avez entre Pau et Oloron, petit village du Haut-Béarn, où il va aller voir M. Poncabaré, qui est l'instituteur de La Seube, et qui est aussi occasionnellement le correspondant local de l'armateur basque Goyech de Bayonne. Donc il va lui acheter un billet pour une traversée jusqu'à Montevideo. Et quand il va aller, peut-être que je peux avancer si tu veux, et quand il va arriver à Bayonne, il va faire ce que tout le monde parmi nous ferait avant de partir pour un tel voyage. Il va se rendre sur les quais pour essayer de voir ce bateau qui va l'amener outre-Atlantique et qui s'appelle donc le Leopoldina Rossa. Tu
peux changer. Voilà, après on va rester un moment là-dessus. Et ce Leopoldina Rossa, c'est un 3 mâts, un voilier donc, de 3 mâts, qui fait 350 tonneaux et qui est quasiment neuf, puisqu'il a été construit l'année d'avant dans un chantier naval dans la baie de Chesapeake, dans la côte est des États-Unis. Et il a fait une seule traversée. En réalité, il est descendu jusqu'à Montevideo, où il a pris un stock de marchandises, c'est-à-dire de la laine et des peaux de mouton, qu'il a importé au Havre. Le voyage n'est pas très très bien passé, sans doute, puisque quand le navire arrive au Havre, le capitaine est arrêté, ses équipages l'accusent d'avoir tué d'un coup de sabre un de ses matelots. Alors ensuite, Goyech de Bayonne, donc l'armateur de Bayonne, va affréter ce bateau, il va le faire venir à vide du Havre jusqu'à Bayonne. Et depuis qu'il est arrivé à quai, ce bateau, ce Leopoldina Rossa, tu peux changer, s'il te plaît, il attire beaucoup les curieux, parce que, il est relativement moderne, entre guillemets, et vous le voyez sur cette image, c'est bien le Leopoldina Rossa qui est représenté, il est très bas sur l'eau, une proue très effilée, des mâts légèrement inclinés à l'arrière, il donne un sentiment de légèreté et de vitesse en même temps. François Barthes, lui, notre ouvrier papetier, notre émigrant, il ne connaît rien en bateau et ça ne l'émeut pas du tout. Ce qui l'émeut, c'est les coups qu'il entend dans la soute. Il entend des coups de marteau, il entend des coups de scie, des coups de rabot, et il s'inquiète de savoir ce qui se passe à la veille du départ. Il s'attendait à voir plutôt les émigrés embarqués, ou bien les victuailles, enfin les provisions, une animation autre. Et tous ces coups qu'il entend ne sont rien à côté de celui qu'il va recevoir sur la tête. Il va recevoir un véritable coup de massue quand il va apprendre que le départ prévu pour le 21 septembre 1841 est reporté au 20 octobre. Alors ceci, ça vous permettra sans doute de relativiser à l'avenir quand vous aurez un train à prendre ou un avion et que vous arriverez à la gare ou à l'aéroport et que vous verrez sur le tableau d'affichage 1 heure de retard. Vous penserez à François Barthes qui, lui, là, clac, il avait pris 1 mois d'entrée. Et il connaît très bien sa situation, notre François Barthes. Il sait que le billet qu'il a acheté n'est pas remboursable. Et il a englouti la grosse partie de ses économies. Donc il ne peut pas aller prendre un autre bateau à Bordeaux ou à Passares en Espagne. Il ne peut pas. Il ne peut pas non plus descendre à patienter dans un hôtel. Il ne veut pas non plus revenir à Oloron, parce que ça serait déjà un échec. Mais surtout, autant le départ du bateau a été retardé, autant le départ pourrait être avancé. Donc il ne veut pas louper ce départ. Donc il a la chance quand même d'avoir le frère de son père, qui est bayonnais, qui habite à Bayonne, qui a un commerce à Bayonne. Non, tu vas trop vite. Mais c'est pas grave, laisse. Tu vas trop vite encore. Et qui est à Bayonne, et il va demander l'hospitalité chez son oncle, qui va lui être accordée, bien sûr. Et puis finalement, puisqu'on a déjà l'image suivante, le mois va passer assez rapidement. Mais voilà que quand il va vouloir embarquer autour du 20 octobre, puisque la date du départ a été différée à ce moment-là, mais il va apprendre que le départ est reporté. Et ça va être communiqué dans la presse aussi, dans toute la presse, dans la presse de Pau, dans la presse de Bayonne. Partout, il y aura cette communication, et vous voyez qu'il est annoncé que le bateau qui devait partir le 20 octobre dernier, il ne pourra partir, vous le lisez comme moi, fin novembre, que fin novembre. Voilà, alors nouveau coup de massue sur la tête de notre ami François Barthes et de tous les autres passagers, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il n'a pas trop le choix, il est quand même privilégié, puisqu'il est chez son oncle, donc il attend. Et arrive fin novembre, et fin novembre, peut-être que vous vous en doutez déjà, même son de cloche. À nouveau, le départ est différé. Alors là, quand même, ça va grincer les dents, parce que fin novembre, à Bayonne, il fait froid, il y a beaucoup de passagers, d'émigrés qui travaillent sur les quais, pour avoir un hébergement dans des entrepôts, et ça grince vraiment des dents. Et là, l'armateur Goyech va devoir se fendre d'un nouvel article, tu peux changer, dans la presse. Ah oui, oui, j'ai oublié. En fait, précédemment, on pouvait aller voir
les correspondants locaux de Goyetch, pour se faire rassurer, il y est allé, bien sûr. Bon, mais on lui a dit que tout bateau est destiné à partir, qu'il fallait prendre son mal à patience et laisser le temps à l'armateur de résoudre ses problèmes. Ce qu'il aurait voulu savoir, c'est lesquels problèmes, mais il ne l'a pas su, François Barthes. Donc, on est arrivé fin novembre. Bon, je vais le prendre. Non, je me débrouille. Oui, je suis désolée. Je sais pas. Et alors, le fin novembre, bon, ben voilà, le départ est à nouveau différé. Et là, l'armateur se fend d'articles dans la presse. Et comme vous le voyez, hein, il rassure, il tente de rassurer ses passagers parce que sans doute que certains ont déserté et peut-être d'en trouver de nouveaux. Et il présente le Leopoldina Rossa, cloué, doublé, chevillé de cuivre comme neuf. Il annonce des cabines vastes, une alimentation saine et abondante avec de la viande fraîche de bœuf au moins 2 fois par semaine, puisque vous savez qu'à ce moment-là, on embarquait les animaux sur pied pour nourrir les émigrés pendant la traversée. Il annonce aussi que le bateau va être confié au capitaine Frappaz, qui est un capitaine chevronné et qui sera secondé par un Lusien très connu sur le port de Bayonne qui s'appelle Chorito. Et Chorito et le capitaine Frappaz ont fait... Pardon, je vous masque. On fait déjà 11 fois la traversée jusqu'au Rio de la Plata. Donc ce sont un capitaine et son second très aguerris. Et en plus, à bord, il y a même un médecin, le docteur Duquesnoy, qui est assisté par 2 aides-soignantes. Et il y a même, tenez-vous bien, un pharmacien. Donc il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Il faut juste patienter. Et comme vous le lisez sur l'un de ces articles, le départ, l'armateur Goyetch s'engage irrévocablement à partir le 20 janvier. Nous sommes fin novembre, il se donne une bonne marche quand même. Hein. Donc tous ces passagers, tous ces émigrés sont contraints d'attendre. Et ils attendent le 20 janvier. Et quand le 20 janvier arrive, je vous laisse deviner, le départ est à nouveau reporté. Tout ça, c'est documenté, hein. C'est pas une invention, c'est pas du roman, hein. Tout ça, c'est documenté. Et alors, les passagers, là, quand même, ça va pas forcément les rassurer beaucoup, mais ils vont enfin comprendre pourquoi. Parce que jusqu'alors, beaucoup accusaient Goyetch de ne pas avoir payé les charpentiers qui avaient refait, qui faisaient les coups de massue et tout ça, qu'il avait entendu au départ. On lui avait dit que c'était les charpentiers qui construisaient les chalits, qui cloisonnaient la soute pour séparer les femmes des hommes et des enfants. En fait, certains disaient les travaux ne sont pas finis, Goyetch n'a pas payé ses charpentiers, etc., etc. Non, c'est pas ça. Goyetch, il était pour rien. En fait, il se passe quelque chose, c'est que tous les bateaux, beaucoup de bateaux sont bloqués. Parce qu'en Uruguay, il y a ce qu'on appellera là-bas la guerre grande. La guerre grande, c'est une guerre qui est entre le premier président de la République de l'Uruguay, qui s'appelle Rivera, et le second président de la République d'Uruguay, Uribe, qui était pourtant le premier ministre du premier président, mais bon. Et ils sont en guerre, et Rivera est replié à Montevideo, et Uribe, lui, s'est allié avec le dictateur argentin Roca, et ce Roca qui a eu la très mauvaise idée d'interdire la navigation à la marine anglaise et à la marine française sur le Rio de la Plata, et surtout sur les fleuves argentins, qui sont navigables, pour le commerce évidemment. Donc, en mesure de représailles et au prétexte de défendre Rivera en Uruguay pour empêcher la marine argentine de débarquer en Uruguay, sous ce prétexte-là, mais surtout pour des raisons commerciales et de vengeance, un petit peu, de rétorsion, la marine française et la marine anglaise procèdent au blocus du Rio de la Plata. Aucun navire ne circule. Voilà la raison du départ. Et c'est pour ça que à Bayonne, 2 navires en partance pour la Plata attendent. C'est l'Inca et le Leopoldina Rossa. Il y en a 3 autres dans le port de Passares, en souffrance. Et sans doute, je n'ai pas cherché, y en a-t-il d'autres aussi à Bordeaux ou dans les autres ports français qui desservent l'Argentine. Alors quand même, malgré tout, ce bateau va partir. L'autorisation de départ, elle arrive, vous le voyez, le 31 janvier 1842. Je vous rappelle que notre ami François Barthes, le Lauronnais, il est depuis le mois de septembre à attendre ce départ. Mais bon, ça ne va pas aussi vite que ça à l'époque. Hein. Le temps n'a pas la même valeur qu'aujourd'hui.
Puis il faut regrouper tous les passagers, il faut charger les victuailles, etc., etc. Le départ effectif ne va avoir lieu que le 6 mars. Alors je vous laisse imaginer le 6 mars, la joie de tous les émigrés qui voient enfin le capitaine Frappaz lever l'ancre et le bateau se déplacer, quitter le quai de Bayonne et avancer de quelques encablures sur l'Adour, mais s'immobiliser. Devant le Boucau. Alors, pourquoi s'immobilise-t-il ? Il s'immobilise parce que nous sommes en 1842 et c'est un voilier. Et pour passer, vous connaissez tous Anglette, la barre, à l'estuaire, vous savez tous qu'il y a des sédiments qui encombrent cet estuaire, encore aujourd'hui, il faut creuser les chenaux. Et là, les voiliers, ils ne passent qu'à marée haute, et surtout, avec un vent favorable. Or, si la marée monte, le vent, il baisse. Et là, le capitaine Frappaz jette l'ancre donc en face du Boucau. Et arrive ils sont partis le 6, le 13 mars, tous les passagers sont à bord. Et il y en a certains qui voient le clocher de l'église du Boucau en face et qui ont soudain l'envie, l'idée d'aller assister à la messe dominicale. Alors ils vont demander l'autorisation au capitaine Frappaz, qui gentiment ils sont 15 à vouloir aller assister à la messe. Et le capitaine Frappaz va leur dire, moi je vous donne une chaloupe, il n'y a que 12 places, il faut qu'il y en ait 3 qui renoncent. Alors il y en a 3 qui renoncent, ou au moins qui simulent de renoncer. Les 12 autres montent à bord de la chaloupe et au dernier moment, les 3 qui avaient renoncé sautent à bord de la chaloupe et la chaloupe, elle tangue, l'eau entre et la chaloupe coule au pied du Leopoldina-Rossa. Et c'est une époque où peu de gens savent nager. Heureusement, ils sont au pied du bateau. Et les matelots, l'équipage vont repêcher la plupart des gens qui descendaient à terre, sauf qu'il y aura quand même 3 noyés. 3 personnes qui vont mourir noyées. Et elles seront enterrées à Bayonne, à la cathédrale, le lundi. Et le mardi, notre capitaine Frappaz, il réunit à nouveau tous ses passagers et il procède à l'appel. Et là, il se rend compte qu'il manque quelqu'un à l'appel. C'est un bigourdan, justement, d'Argelès-Gazos, un tanneur, qui est embarqué et qui a laissé toutes ses affaires à bord, mais il n'est plus là. Et son corps sera repêché quelques jours plus tard au bord de la Dour, ce qui portera à 4 le nombre de victimes de ce dimanche. Enfin, le 26 mars, vous vous rendez compte les délais, le 26 mars, un vent favorable se lève enfin, vous voyez, ça c'est la barre d'Anglette, le Leopoldina-Rossa franchit la barre d'Anglette, le vent est bon et ça pousse, mais vous savez, dans le golfe de Gascogne, le vent, il tourne souvent en tempête, et voilà que se déclenche une tempête dans le golfe de Gascogne. Ils avaient tout, Et je crois qu'il y a une autre image que j'avais loupée, voilà. Sur le départ, voilà. Il a franchi le 26, c'est un article de presse qui témoigne vraiment de ce que je raconte. Et donc, une tempête se déclenche, et là, tous les passagers, ils sont cloués sur leur chalit, à vomir tripes et boyaux pendant 3 jours, jusqu'au moment où le Leopoldina-Rossa, et c'était prévu, va faire escale à Passares au bout de 3 jours, dans le port de Passares. Là aussi, il y a un article de presse. La presse suit le Leopoldina-Rossa comme un véritable feuilleton. Aujourd'hui, je vous assure, on ferait une série. Ah oui, c'est sûr. Alors ils arrivent à Passares et l'article de presse, il s'étonne de voir qu'il annonce plutôt qu'il y a quelques gens qui ont quitté le navire parce qu'ils sont un peu désespérés, et nous on peut s'interroger. Comment se fait-il que notre François Barthes ne quitte pas le bateau après tant d'attentes, après ce drame sur le dimanche sur l'Adour, après cette tempête dans le golfe de Gascogne? On ne peut pas dire que les présages soient très bons, quoi. Et s'il ne quitte pas le navire, c'est tout simplement parce qu'il voit beaucoup de bas pyrénéens, peut-être quelques bigourdans aussi, qui viennent embarquer à Passares. Pourquoi ces jeunes viennent embarquer à Passares? Parce qu'ils fuient les obligations militaires, qui sont à l'époque à vérifier de 5 ou 7 ans, je ne sais plus, mais c'est dans cet ordre de durée l'armée. Et ils préfèrent partir en Amérique avec la chance peut-être de faire fortune que de donner 5 ou 7 années de leur vie à l'armée française. Donc ils embarquent à Passares, et c'est pas pour rien, parce qu'à Passares, en Espagne, les contrôles sont beaucoup moins stricts qu'en France.
Et ce qui fausse aussi beaucoup les statistiques, quand Régine vous parlait de certains nombres de l'immigration bas-pyrénéenne ou même de la Bigorre, bon, mais c'est des statistiques un tout petit peu à la louche, parce que beaucoup d'immigrants partaient sans être enregistrés, mais même en France. Hein, même en France. Enfin, bon, notre Leopoldina Rossa, il va partir, enfin, sur l'Atlantique, et je vais vous étonner, la traversée va se passer très très bien. Ça fait plaisir d'entendre. Ils vont arriver au large du Brésil. Je voulais me servir du pointeur, mais non. À la pointe du Brésil, là-bas, à Pernambuco, c'est le Recife aujourd'hui. Puis ils vont suivre la côte brésilienne pour arriver finalement à voir enfin la côte uruguayenne après quand même 65 jours de mer. 65 jours. Et je vous laisse imaginer la joie des passagers qui sont accoudés au bastingage, avec entre autres François Barthes, mais aussi un autre Lauronnais qui s'appelle Bourdeux, qui était tanneur, lui aussi, il y avait beaucoup de tanneurs à l'époque, et ils se réjouissent de la voir, cette côte devant eux défiler depuis tant de temps qu'ils attendent d'arriver. Nous sommes le 9 juin. Je vous rappelle que François Barthes, il était à Bayonne le 20 septembre. Et ceux qui ne voient pas, ils regardent la côte, mais ceux qui ne voient pas, c'est dans leur dos, au loin, une barre noire énorme qui grossit à vue d'œil. Et le capitaine Frappas, lui, comprend tout de suite ce qui se passe. C'est une tempête cyclonique qui va se déclencher, qui arrive. Et il sait très bien, le capitaine Frappas, qu'il y a un grand danger ici, au Cap Castillo, ce que vous voyez en rouge là. C'est un véritable cimetière de bateaux par temps normal. Et il redoute, parce qu'il y a des récifs qui affleurent sous l'eau. Et il redoute évidemment que le Leopoldina Rossa soit poussé par la tempête sur ce Cap Castillo, et c'est ce qui va malheureusement se passer après une lutte acharnée. C'est la tempête qui va gagner, et le Leopoldina Rossa va s'emmancher carrément sur les récifs. Il va faire tout ce que tout bon capitaine doit faire. Il va tenter de sauver les femmes et les enfants d'abord. Et il va mettre une chaloupe à la mer, mais dès que cette chaloupe va toucher les flots, elle va être retournée et complètement disloquée sur les récifs. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va convoquer les membres de son équipage et choisir parmi eux les meilleurs nageurs. On est à 300 mètres du rivage. Il va leur confier des grappins et des cordes, en leur demandant de se jeter à l'eau pour essayer d'établir des mains courantes entre le navire et la côte. Alors ces gens-là, ces marins, ils vont se jeter, il y en a qui vont périr noyés, il y en a qui vont arriver sur la berge, mais totalement épuisés, ce ne seront pas des sauveteurs, mais des naufragés qui vont accoster. Ce qui fait que les passagers qui vont rester à bord vont commencer vraiment à être très 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 inquiets, d'autant que le navire va se scinder en deux, il va se couper en deux au milieu de la coque, et Bourdeux, le Lauronnais Bourdeux, le tanneur, va être absorbé avec 70 passagers au moment lorsque le navire se coupe en deux, il va disparaître en mer. Heureusement, François Barthes se trouve à ce moment-là à la proue, et avec tous les autres, ils vont voir que la soute rejette quantité de caisses, de barriques, de bagages, puis des débris de bois, etc. Et ils vont bien comprendre que leur seule chance de salut, c'est de s'agripper à un débris. Alors ils vont le faire, ils vont tous partir comme ça, s'échapper comme ça. Même le capitaine qui aura eu la malchance, malheureusement pour lui, de recevoir un mât sur la tête. Donc quand il va arriver sur la berge, le François Barthes, puisque le courant l'a poussé dans le bon sens, il va voir le capitaine pas très loin de lui, avec le médecin du bord, mourir. Et il va voir aussi quelques indigènes, quelques locaux, qui vont venir sur la côte, mais non pas pour les secourir, non, pour récupérer tout ce qui est arrivé, qui était rejeté par la mer. Alors la nouvelle de ce naufrage, la nouvelle de ce naufrage va arriver à Montevideo, décidément, va arriver à Montevideo, ça va annoncer que le 9 juin, ce naufrage a eu lieu, et le lendemain va être établie une liste de passagers, parce que la plupart des passagers ont été recueillis par deux estanciers, deux propriétaires terriens, qui sont venus avec leurs péons et qui les ont accueillis dans leurs estancias. Et une liste va être établie, mais un peu à la louche aussi, ce qui fait que dans la liste qui va être communiquée dès le lendemain
dans le journal de Montevideo, ne figurera pas François Barthes. Par contre, François Barthes, il va être récupéré le 6 juillet 1842 avec 27 autres rescapés à bord de l'Éclair, qui était une goélette qui jusqu'alors, française, qui jusqu'alors procédait au blocus du Rio de la Plata. Et donc ils vont arriver à Montevideo, et parmi ces rescapés, il y aura 3 religieuses basques de Bayonne qui ont dû leur salut au fait qu'elles se sont déshabillées. Au moment de se jeter à l'eau, elles ont enlevé leur robe de bure, qui à coup sûr les aurait fait couler avec le poids, et elles ont eu la vie sauve grâce à ça. Bon, sans doute, elles ont remercié Dieu, parce que ça c'est un geste de Dieu, c'est sûr, mais elles s'étaient déshabillées quand même. Alors la nouvelle en France ne va arriver que bien plus tard, elle va arriver au mois de septembre. Bon, il n'y avait pas Internet ni rien, hein, ni le téléphone, ni le télégramme. Hein. Et elle va arriver quand le médecin de bord, le docteur Duquesnoy, va arriver au Havre. Il va se rendre tout de suite à la capitainerie et là, il va faire le récit de ce qui s'est passé. Et ces choses étonnantes, tous les journaux de France et même du monde, pas tous ceux du monde, mais beaucoup de journaux dans le monde vont reprendre mot à mot, aujourd'hui on dirait un copier-coller, vont reprendre mot à mot le récit qui est fait par le docteur Duquesnoy. Et cette nouvelle, bien sûr, va être diffusée aussi dans l'Aquitaine, et particulièrement dans les Basses-Pyrénées et même ici, puisque c'était une région très concernée par le nombre de passagers. Alors, il y a juste qu'à Oloron, qui est le glaneur d'Oloron, c'est le petit article à gauche, qui va préciser que le nommé Barthes François, papetier de Sainte-Marie, a été retiré de la mer par des matelots de l'équipage, parce que dans la liste, il ne figure toujours pas. Parce que c'est toujours la même liste qui est reprise en boucle. Et en fait, il a écrit à sa famille, et il a survécu, c'est sûr et certain. Tant et si bien d'ailleurs qu'on va le retrouver le 5 mars 1843 au consulat de France, où, vous voyez, c'est la ligne du bas, et où il va se faire immatriculer à Montevideo. Après, on ne sait pas. On perd sa trace. Alors, s'il y a des chercheurs qui veulent se lancer dans la quête, c'est ouvert. On perd sa trace, on ne sait pas s'il est parti comme beaucoup de survivants dans le Rio Grande do Sul, c'est-à-dire la partie brésilienne qui est frontalière avec l'Uruguay, ou s'il est resté en Uruguay, ou même peut-être est-il allé en Argentine, on ne sait pas. On n'a plus de trace du tout de François Barthes. Peut-être est-il tout simplement décédé. Hein. Voilà. Alors, pour conclure, vous savez, aujourd'hui, quand un avion se scratch, bon, le monde entier s'empare de cette nouvelle, ça fait la une de tous les journaux et de la télévision, parce que forcément, il y a beaucoup de morts. Et à cette époque-là, au 19e siècle, c'est pareil, le transport maritime, c'était comme le transport aérien aujourd'hui. Quand il y avait un naufrage, il y avait beaucoup de morts. Donc on s'en apparaît, ça faisait beaucoup de bruit. Mais en réalité, nous savons tous ici que le transport aérien, il n'y a rien de plus sûr. Et à l'époque, c'était pareil pour le transport maritime. Je me suis appuyé sur une statistique qui a été réalisée à Londres entre 1847 et 1851, sur 5 ans, sur 7129 navires et près de 1 500 000 émigrants à Londres, évidemment, principalement des Irlandais, comme Régine l'a évoqué. Et il y a seulement, si l'on peut dire, 44 navires qui vont faire naufrage. Mais si on ramène ça en pourcentage, vous voyez, ça fait qu'un émigrant qui partait en Amérique avait quand même 99,93 chances sur 100 d'arriver à bon port. Eh bien, Régine et moi, on est arrivés à bon port aussi. On vous remercie. Alors, évidemment... D'abord, merci pour votre conférence, pour votre venue ici. Pour nous, c'est très intéressant. Alors, d'abord, une toute petite information, si on peut dire. La plupart des personnes ici le savent. Et ensuite, une question. Pardon. L'information, simplement, dans notre département des Hautes-Pyrénées, parmi les années maximales où il y a le plus de départs, c'est-à-dire les années 1855, 1870, il y a 2000 à 3000 personnes qui partiraient chaque année du département. Donc c'est pas rien quand même. Et il faut savoir donc, à ma connaissance, c'est Robert Villiers qui est professeur ici à l'Université du Temps Libre, qui fait un cours sur l'histoire locale, qui a le premier, et peut-être le mieux, étudié les migrations des Hauts-Pyrénéens
Il l'a fait dans un chapitre de Bigorre et Quatre-Vallées, un gros chapitre. Et donc, il a montré notamment que les départs étaient très liés avec des campagnes de recrutement. Notamment ici, chez nous, on a un certain Brogne qui est médecin et qui est ça. Bon, ça c'était pour rappeler des choses que tout le monde ne sait pas, mais que l'on sait ici. La question, c'est quand on regarde la carte que vous avez projetée au début, c'est tout à fait intéressant. Avec les départs, donc le premier département, les Basses-Pyrénées, le deuxième, enfin bon, le premier c'est le vôtre. Ensuite, on peut poser des questions. Donc, moi je suis originaire de l'Aveyron, et vous avez vu l'Aveyron au milieu du Massif central, hein, et ils ont migré là-bas, je suis allé à Pigoué, à l'Argentine. Bon. Alors, la question que je vous pose, c'est quelles sont les causes principales de départ, hein? Bon, il y a des régions montagneuses, des régions frontalières, vous avez dit, très bien. Et puis par exemple, l'Aveyron n'est ni une région vraiment montagneuse, ni frontalière. Alors comment expliquez-vous? D'abord, les motifs économiques. Hein. Je crois qu'on a affaire à une société rurale avec beaucoup d'enfants. Et effectivement, s'il est né, malgré le code napoléonien, garde, si vous voulez, la ferme, qui est toute petite, le reste de la fratrie doit de toute façon émigrer. Alors, ils peuvent émigrer vers les plus grandes villes, géographiquement parlant, autour de chez eux, ou à Paris. Mais sinon, ils partent. Ils partent parce qu'il y a aussi beaucoup de réseaux. Il y a des chaînes de migration, qu'elles soient familiales, qu'elles soient villageoises, ou même plus régionales. Mais il y a aussi beaucoup d'agents d'immigration qui vont jouer un rôle important pour pouvoir effectivement les faire partir. Donc je pense que c'est surtout des motifs économiques, et après il y a des motifs peut-être plus personnels. Donc Pierre l'évoquait, on peut effectivement, quand on a bientôt 20 ans, vouloir échapper au service militaire, hein. Ça peut être une des raisons, mais enfin il y avait des aînés aussi qui partaient. C'est aussi un projet familial parfois, hein, c'est-à-dire que nous on l'a vu, on a des documents qui attestent que dans une famille, on va peut-être hypothéquer un bien pour pouvoir payer la traversée, le billet de traversée. Donc c'est toutes ces raisons, à la fois peut-être personnelles, mais aussi, moi je pense économiques essentiellement, en tout cas si on parle de nos régions ici dans le sud-ouest, qui vont participer, qui vont présider à ces départs. Oui, je veux juste rajouter compléter la réponse. Ça, c'est l'aspect vue de France. Mais il y a aussi l'appel très fort qui a été engendré par les jeunes républiques, particulièrement en Argentine et en Uruguay. Et leur devise, c'était gouverner, c'est peupler. Donc, ils avaient une attirance très forte pour l'Europe. C'était le siècle des Lumières. Et ils ont tenté de faire venir le maximum d'Européens, avec dans l'idée, pas de faire venir le petit peuple, entre guillemets, hein, mais de faire venir surtout des intellectuels. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Hein. L'Europe est arrivée à tous les gens qui étaient pauvres, quoi. Et ça a soulevé d'autres problèmes, d'ailleurs. Mais ils ont offert des terres. À un moment donné, même, ils ont payé carrément la traversée des émigrants qui venaient d'Europe. Ils ont offert des terres. Et c'est comme ça. Puis il y avait aussi une politique, Brune, que vous évoquiez, il était allé là-bas, il avait écrit un bouquin disant que la lutte contre la paupérisation, c'était le passage par la colonie en Argentine. C'est-à-dire qu'en créant des colonies en Argentine, on arrivait à lutter contre la paupérisation en France. Donc il y a eu pas mal de colonies comme ça qui ont été créées. Pigoué, c'est un peu la même chose, du côté de Sainte-Geneviève d'Olt ou Saint-Côme-d'Olt. Voilà, il y en a qui sont partis, et après il y a le fait aussi de l'appel, c'est-à-dire qu'on remarque souvent quand on recherche dans nos villages qu'il y en a un ou deux qui partent, 3 ou 4, et puis les cousins venaient, etc. Puis finalement on se rend compte qu'au bout du compte, la moitié du village est parti, dans un endroit précis, parce que toujours on faisait miroiter évidemment le bon. Et comme dans toute chose, hein, ce qui est mauvais, on n'en parlait pas trop. Mais il y avait cet espoir énorme de faire fortune qui a motivé tous ces départs, quoi, essentiellement. Quoi. Mais il y a l'appel quand même. Hein. Oui, allez. Oui. Je voudrais poser une question sur l'importante différence de flux migratoires
entre les deux départements, les Basses-Pyrénées et les Hautes-Pyrénées, alors que ce sont deux départements voisins, frontaliers avec l'Espagne. Est-ce qu'il y a une explication à cela ou non? Certains évoquent l'atavisme basque, le port, l'ouverture vers l'Atlantique. Ça a forcément joué un rôle. Ça a forcément joué un rôle. Ils étaient déjà partis dès le XVIIe siècle, Terre-Neuve, la pêche, etc. C'est important. Après, il y a aussi le réseau des agents d'immigration. Alors j'avoue que moi, ici en Bigorre, je ne sais pas trop comment était... Si tu connais toi en Bigorre, non? Oui, Non, moi je connais moins. Parce que il y en avait un à Tarbes, mais dans les Basses-Pyrénées, il y en avait des dizaines, et des agents et des sous-agents qui allaient faire du porte-à-porte, qui allaient racoler après les enterrements, après les noces, les jours des foires, dans les marchés, après à la sortie de la messe, etc. Et bien sûr, qui faisaient miroiter l'idéal, quoi. Et qui aidaient aussi, parfois, au financement. C'est-à-dire que les immigrés qui partaient, ils partaient un peu à crédit. Et c'est-à-dire que l'agent d'immigration vendait à l'employeur, par exemple s'il allait en Argentine, il vendait à un employeur en Argentine le prix, la personne. Et par le travail, il s'engageait à rembourser le prix du billet qui avait été payé finalement par l'employeur. Voilà. Donc tout ça, ça a provoqué davantage peut-être de départs que depuis les Hautes-Pyrénées. Mais ça, c'est à approfondir. Mais je pense que c'est surtout la tradition, l'ouverture de l'Atlantique, quoi. Moi, je pensais qu'il y avait peut-être un aspect économique, la Bigorre étant, je pense, un département beaucoup plus pauvre que les Basses-Pyrénées, et le coût de la traversée était quand même très important. Vous savez, je pense qu'entre une vallée, la vallée d'Aspe, la Haute-Soule, que moi j'ai ma famille qui était la Haute-Soule, là-bas à Irati, vous savez, quand moi j'étais enfant, je suis né en 53, donc dans les années 62-63, quand on montait la ferme familiale, on laissait la voiture à la roue. Et après, c'était les mulets qui venaient nous chercher. Donc, la pauvreté, c'était similaire, à mon avis. Enfin, mais bon. Il y a la fuite, vous l'avez dit, du service militaire. Oui. Parce que ces deux départements, les Basses-Pyrénées et les Hautes-Pyrénées, parmi les départements de France, ils sont, je crois, il y a 4 départements à cette époque. Et puis insoumis. 2 départements. Donc ça a joué. Il fallait partir au service militaire, c'était partir pour 3, 4, 5, 7 ans. Donc c'était quand même énorme. Mais il me semble, après vous avoir écouté, que les réseaux ont joué un rôle très important. Parce que, en revenant juste sur ce département de l'Aveyron, parce qu'il est tout seul comme ça. Donc, il y a des raisons économiques, les départements voisins, de la Lozère, etc., c'était à peu près le même état. Il n'y a pas eu beaucoup de départs. Donc, là, il y a eu un réseau qui a travaillé. Mais je pense qu'il y a eu un docteur Brouille aussi en Aveyron. Hein. Oui. Voilà. Et ça a beaucoup contribué aussi à ces départs. Cabanette, c'est ça. Mais il y avait le cas de les Barcelonettes aussi. Oui, il y a aussi Barcelonnette, la vallée de Dubaï, ici, qui a beaucoup donné à l'émigration au Mexique, notamment, bien sûr. Tout ça par réseau. C'est ça, c'était des gens qu'on a... Merci pour cette conférence intéressante et pour ces belles histoires ou dramatiques d'ailleurs. Vous avez recensé une centaine de milliers d'émigrants bas-pyrénéens qui sont partis. Est-ce que vous savez approximativement combien sont retournés au pays? Et si oui, pour quelle raison? Est-ce que c'est parce qu'ils avaient le mal du pays ou c'est parce qu'ils n'ont pas réussi là-bas? Alors on a très exactement recensé 100 000 enregistrements. Ce qui ne veut pas dire 100 000 départs forcément, parce que parfois les sources sont différentes et on peut avoir le même individu cité 2 ou 3 fois selon les sources. Bon, cela dit, on n'a pas idée des retours, en tout cas du pourcentage. Déjà, on n'a pas idée de l'effectif de départ, globalement, même si on estime entre 130 150 000 pour les Basses-Pyrénées, et on n'a pas tellement idée des retours. Ce qu'on sait, par contre, parce qu'on a d'ailleurs consacré un article là-dessus, c'est le pourcentage, enfin même pas le pourcentage, mais ceux qui reviennent... soit pour faire le service militaire, soit pour la Première Guerre mondiale.
Voilà. Et là, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'insoumis. C'est insoumis en temps de guerre, c'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas au pays pour partir au front. Voilà. Alors ça, on a fait une petite étude, mais sur une portion géographique relativement restreinte, c'est-à-dire autour de Pau, la Seube, etc. Donc on s'est aperçu quand même qu'il y avait plus d'insoumis que de retour, si vous voulez. Je parle pour la guerre. Hein. Voilà. Mais après, enfin moi, ma connaissance... on est bien incapable de préciser quelle est la part de ceux qui reviennent. Alors il y en a qui reviennent, hein, parce qu'on a quand même des cas tout à fait. Certains qui reviennent avec une certaine fortune et qui vont bâtir de très belles maisons, d'autres qui reviennent avec un petit pécule qui leur permet d'acheter une propriété, de devenir propriétaire au pays, tout simplement. Mais bon, vous précisez quel est le pourcentage de retour. Moi, j'en suis bien incapable. Oui, je vais juste ajouter que quand un immigré part, il part quand même à 90% de chance sur 100 avec l'idée de revenir. Après, la réalité du terrain lui fait changer, de voir les choses autrement. Déjà, bon, je ne parle pas de ceux qui meurent, évidemment, hein, mais il se marie, pas forcément, il essaie de se marier avec quelqu'un du pays, mais pas toujours, et il a des enfants. Et bon, les enfants grandissent, etc. Et je vais encore parler de l'Argentine. Mais le problème majeur qu'a connu l'Argentine avec l'immigration, c'est le communautarisme. C'est-à-dire que quand sont arrivés à Buenos Aires des Argentins, des Italiens, des Basques, des Espagnols, des Allemands, etc., ils se sont regroupés entre eux. Et ils ont fait des quartiers entre eux. Et ce que voulait le gouvernement argentin, c'était pas du tout ça. Ils voulaient créer une nation argentine avec des Argentins et une population européenne qui deviendrait argentine. Donc ils ont engagé une politique très simple, l'école obligatoire, la langue espagnole obligatoire et le service militaire pour faire donner le sens de la nation. Et ce qui fait que quand les enfants ont grandi, les émigrés, bon souvent les petits Béarnais parlaient béarnais à la maison en Argentine, hein. Et les petits Basques par les Basques, la première génération. Puis la deuxième génération, ça s'est un peu atténué, mais au moment de la deuxième génération, le grand-père, bon, il ne parlait plus de revenir au pays, parce que ses enfants étaient là, étaient devenus argentins, c'est valable pour tous les pays, hein. Et la troisième génération, elle a été intégrée. C'est souvent le cas. Rappelez-vous, en France, il y a 30 ans, on parlait des beurs. On parlait à tout, touche pas à mon pote, les beurs et tout ça. Maintenant, les beurs, on n'en parle plus. Pourquoi? Parce qu'ils se sont intégrés. Et ils sont devenus français. Alors qu'il y a 30 ans, c'était encore différent. Voilà. Ça aussi, c'est quelque chose d'important dans l'immigration. Au départ, on part avec l'idée de revenir, mais en réalité, on ne revient pas souvent. Mais statistiquement, c'est très difficile à savoir. Mais on se souvient surtout des gens qui reviennent riches et qui vont construire et qui distribuent les tontons d'Amérique, quoi. Je voulais juste revenir rapidement sur le nombre de départs des Hautes-Pyrénées. J'ai entendu quelqu'un suggérer qu'en fait il y avait beaucoup plus qui partaient, mais ils ne partaient pas par les côtes des Basses-Pyrénées. Ils passaient par l'Espagne parce que c'était très facile et ça se faisait beaucoup de passer la frontière. Peut-être ils avaient en tête de rester en Espagne et après ils sont partis en Amérique latine, mais peut-être que déjà ils avaient en tête de faire une première étape en Espagne. Et toutes ces personnes-là sont plus difficiles à comptabiliser. Tout à fait. Oui. En fait, il y avait une tradition très ancienne de déplacement des Bas-Pyrénéens et Hauts-Pyrénéens qui partaient en Espagne, saisonnièrement ou pas, qui s'implantaient et qui ensuite sont partis d'Espagne et ont sauté l'Atlantique depuis l'Espagne, depuis les ports espagnols, donc très compliqué aussi de les repérer, bien sûr. Ce qui fausse, en plus, toutes les hypothèses même qu'on peut émettre en termes d'effectifs. Oui, un mot sur les retours, justement. Bon, ce sont des recherches très difficiles, et bon, alors, je ne veux pas du tout généraliser à partir d'un cas. Moi, j'ai trouvé dans un procès des Hautes-Pyrénées, donc il s'agit de la fille du maire de Bégol, à côté de Try, je dis ça pour les gens qui connaissent, de Try-sur-Aï,
Et cette jeune fille, elle a 25 ans, on veut la marier, et finalement, donc, il y aura 9 prétendants. Donc j'ai pu reconstituer parce que il y a un des prétendants qui a tenté d'assassiner un autre, donc il y a eu un procès, tant mieux, et donc nous avons une documentation. Alors sur les 9 prétendants, il y a 2 ou 3 Américains, on les appelle comme ça. Ah oui, ils sont revenus. Des gens qui sont revenus, et on les interroge un peu. Notamment, il y en a un qui était à la Nouvelle-Grenade, là, c'est-à-dire c'est en Colombie, je crois qu'on l'appelait la Nouvelle-Grenade, qui est revenu. Il dit combien il a, toute petite fortune. Mais ce que j'ai retenu, alors je ne sais pas si on peut généraliser encore une fois, c'est que lorsqu'on demande à la fiancée, parmi ces 9 prétendants, est-ce qu'il y en a que vous rejetiez dès le départ? Oui. Les Américains. Je ne voulais surtout pas épouser un Américain, même si ma mère, pourtant, m'y poussait un petit peu. Voilà. Alors après, c'est tout ce qui est dit dans le procès, mais on essaye de trouver des explications. Donc je pense que dans les Pyrénées, comme dans Toul, à cette époque-là, vous le savez, on se méfiait de toute personne qui n'était pas née dans le quartier, dans le village même. Donc quelqu'un qui était parti, c'est quelqu'un d'abord qui avait snobé, si je peux dire, le village lui-même, les mœurs, et surtout qui avait connu d'autres civilisations, donc qui avait été contaminé, je suppose. Alors j'aimerais savoir si, dans vos recherches, vous avez eu quelques retours sur le retour des Américains. Moi, je pense que par rapport à votre procès, à Tris-sur-Baïse, une jeune fille... quand on lui présente des Américains, le seul attrait qu'elle pourrait avoir, c'est ce qu'a senti la maman. C'est-à-dire qu'il y avait des pépettes derrière, c'était quelqu'un de fortuné. Mais pour la jeune fille, peut-être qu'elle a peut-être peur de partir, de quitter son territoire, ce qu'elle connaît, pour partir en Amérique. Non, ils étaient revenus. Ils étaient revenus. Ils étaient installés. Oh, c'est un mystère. Hein. Il devait être très moche. Et voilà, elle en aimait un autre, elle dit cette phrase, jamais je n'épouserai un Américain. Donc c'est un peu général comme... Ça te dit quelque chose? Non, j'avoue que je n'ai pas d'explication précise là-dessus. Après, on aurait pu penser qu'à un moment donné, en quelle année ça se passe ça? C'est très vieux ça. Oui, voilà, non, c'est pas ce que j'allais dire. Attends, il y a une dame là-bas. Oui, excusez-moi, bonsoir. Voilà, je voulais juste vous faire une petite remarque sur un sujet que je connais un petit peu mieux. Je m'occupe du tango à Tarbes. Donc j'ai quand même un petit peu de connaissances sur l'histoire de l'Argentine. Et tout à l'heure, je prenais mon petit café avec une Argentine qui vit ici. Tous les Argentins que je connais à Tarbes ne dansent pas le tango, c'est évident. Ils sont tous revenus pour un motif, ils ont tous la double nationalité. Donc ils sont revenus tous pour des raisons économiques. Parce qu'on parlait tout à l'heure des retours il y a un siècle, de ceux qui sont partis avec l'idée de revenir sur la même génération, mais là on parle de 5 générations. Elle me disait tout à l'heure qu'elle voulait essayer de faire revenir sa nièce parce qu'elle est malade et qu'elle a besoin d'aide. Et je lui dis, mais il n'y a pas de problème, elle a le double passeport. Elle me dit, non, moi j'ai fait la démarche. La loi le permet, elle est revenue en Italie, elle a vécu le temps imposé par la loi en Argentine pour pouvoir faire la preuve, comme on dit, de la ciudadanía ou de la cittadinanza, suivant qu'on est espagnol ou italien. Mais en tout cas, c'est une vraie préoccupation pour beaucoup des Argentins que je connais aujourd'hui. Le fait d'avoir ou pas ce double passeport et d'avoir ou pas fait les démarches en temps utile pour que ses propres enfants en bénéficient aujourd'hui. Et à mon humble niveau, le tango, je peux vous assurer que les meilleurs des maestros argentins, ils sont en Espagne et ils sont en Italie. C'est pas un hasard. Ah oui. Quand l'Argentine a été en difficulté sur les dernières décennies, tous ceux qui avaient la chance de ne plus pouvoir vivre du tango à Buenos Aires, ils sont revenus dans leur pays d'origine parce qu'ils avaient au moins l'avantage aussi de la langue le plus souvent. Et donc, pour le coup, le niveau de tango est bien meilleur en Espagne et en Italie parce que les maestros sont revenus avant dans ces pays-là. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous avez tout très bien expliqué. Il n'y a pas grand-chose à rajouter.
Si ce n'est que nous, notre association, l'Association de la mémoire de l'immigration, on joue un rôle aussi important à ce niveau-là aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup d'Argentins d'ascendance pyrénéenne qui cherchent à prouver en Argentine leur ascendance. Et l'une des difficultés majeures, c'est de prouver qu'ils sont toujours restés en contact avec la famille ici pour obtenir la double nationalité. Donc nous, notre association, on joue aussi ce rôle-là, parce qu'on intervient ici côté français, parce qu'on a des gens comme vous et moi qui recherchions des gens de la famille qui sont partis en Amérique, mais on a le sens inverse aussi. Hein. On a beaucoup d'Américains qui recherchent leurs racines et qui reviennent, et c'est toujours très émouvant d'ailleurs, quand les familles reviennent, on les accompagne. Il y a des membres de notre association qui les accompagnent, qui les amènent dans les villages d'où ils proviennent, etc. Et c'est aussi un rôle important de notre association. C'est dans les deux sens. Et la vie en Argentine aujourd'hui, politiquement, économiquement, doit être très difficile. C'est pas du tout la même chose. Là, c'est un sujet très compliqué. C'est comme en France, on va vous dire aujourd'hui, vous pouvez interviewer des gens sur la politique en France, vous allez avoir 36 avis. Là-bas, en Argentine aussi. Mais on connaît, nous, un Argentin qui a une situation quand même confortable en Argentine, c'est sûr. Mais lui, moi, j'étais très étonné quand j'ai appris qu'il était ravi que Milei ait pris le pouvoir. Parce que nous, on regarde l'Argentine à travers les informations que l'on reçoit dans nos médias. Et en Argentine, bon, il y en a qui sont pas totalement... Moi, je pensais l'inverse, hein, réellement. Hein. Moi, je ne suis pas du tout pour Milei, personnellement. Mais finalement, il a un certain écho favorable. Puis il n'y a qu'à voir les résultats des dernières élections en Argentine. Et là, il y a une partie de la population qui est... Alors bien sûr, la partie qui souffre le plus, c'est toujours la même. Hein. C'est les plus pauvres. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.